Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue et merci toujours de nous accorder votre fidélité. L'histoire que je vais vous raconter n'a rien à voir avec la réalité. Vous savez, c'est ainsi que parlent les conteurs d'histoire. C'est une femme d'une sincérité désarmante. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, mais elle ne cherche jamais à blesser qui que ce soit. Elle est optimiste, elle a le cœur, l'esprit ouvert et elle fait tout pour communiquer la bonne humeur autour d'elle. Elle reste toujours discrète et sur ses petits tracas, elle déteste justement embêter les gens parce qu'il y a des histoires plus douloureuses dans le monde. Vraiment, ne pensez pas que ça concerne quelqu'un ici qu'on célèbre aujourd'hui. C'est complètement un hasard, hein, Christelle. C'est son anniversaire et un conteur nous a écrit ça d'elle. Oh, c'est gentil. Et on voulait te partager cette histoire. Merci, ne me fais pas pleurer. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Et hier, c'était ton anniversaire, comme par hasard. Non, mais c'est vraiment un heureux hasard, quoi. Les gens du 29 qui suivent les gens du 30, c'est bizarre. Merci beaucoup, merci. Nous formons justement une équipe et ceux qui sont avec nous, qui fêtons notre anniversaire ce soir, c'est bien sûr Daouda qui est avec nous, Christelle. Bien, Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, toute belle et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, je ne vais pas te charrier sur l'Africa Sport. Joyeux anniversaire encore. Oui. Sarah, merci d'avoir mis ce magnifique rouge. Et bonsoir. Bonsoir Christelle Merci. Et joyeux anniversaire. Merci, Heureuse d'être très là cher. pour l'occasion. Merci beaucoup. Herman. Tu attends pour moi là aussi. Oh non, ne dis rien si tu veux. Joyeux anniversaire Christelle. Merci Herman. Et de beaux jours. Merci beaucoup, merci. Tous les soirs qui passent, évidemment, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Elle essaie de donner le meilleur d'elle-même, et c'est de ça qu'il est question. Et ce soir aussi, elle va faire pareil en faisant en sorte que nous puissions parler des choses qui concernent notre vie de tous les jours, votre vie de tous les jours. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. L'orpaillage clandestin, véritable casse-tête ivoirien, puisque les années passent et ils sont toujours là. L'activité, je dirais, est même connue. Est-ce qu'on doit parler de clandestinité? En tous les cas, nos camarades de ce soir vont nous en dire plus. Une chose est sûre, la police s'enorgueillit et la gendarmerie des succès en matière donc, de lutte. Et les caisses de l'État, justement, vont avoir plus de 800 millions de francs CFA saisis, André, et 501 individus interpellés. Dieu merci, depuis sa prise de fonction en 2022, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministre Mamadou Sangafoa, a créé donc plusieurs process, dont un groupe de travail qui est la brigade de répression des infractions du Code minier, dédié donc à la problématique de l'orpaillage clandestin. André. Toute infraction au code minier doit être évidemment punie. Est-ce que vous y croyez? Vous vous dites c'est bon tout ça, c'est de bon augure, ou vous vous dites qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, Sarah? Alors c'est une bonne mesure et bon, on le voit aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'arrestations. Mais je pense, bon, c'est mon avis personnel, mais au vu du nombre d'orpaillages clandestins, j'ai l'impression que c'est sur l'étendue du territoire que ces activités clandestines ont lieu. Je pense que naturellement l'État est un peu dépassé. Il s'agit quand même d'une activité qu'on peut recenser assez facilement partout dans de nombreux villages. Et c'est même les villageois qui le disent, ils se sentent dépassés par ces activités qui ont lieu autour d'eux. Le problème, donc, c'est un peu une sorte d'invasion des richesses naturelles, en fait. Et le deuxième point, surtout, je pense que c'est catastrophique et désastreux sur le plan environnemental. Et ce qui se passe, c'est que ce genre d'activité nécessite beaucoup de produits comme du mercure, du cyanure, et tout ça pollue les eaux de manière désastreuse. Et qui dit pollution des eaux, eh ben, ça a un impact directement sur l'agriculture. On voyait des poissons morts dans certains lacs. Et donc, de facto, je pense que c'est les villageois même qui souvent vont prendre la décision de se regrouper entre associations, etc.,
pour justement pourchasser ces personnes qui, au départ, on aurait pu se dire « Ah bah tiens, voilà, c'est de l'argent facile ». Il y a des témoignages d'enfants qui décidaient d'arrêter d'aller à l'école voilà, pour s'adonner à ces activités d'argent un peu facile et pour les parents, et qui se sont rendus compte que en fait, ça infectait complètement l'activité agricole et économique de ces régions, et c'est ces regroupements de villageois qui ont décidé de les chasser. Donc je pense que c'est une bonne chose que les personnes, les villageois se prennent en main et se disent « Ok, on va trouver aussi nous-mêmes des solutions », parce que j'ai l'impression que c'est quand même quasiment impossible de recenser partout le niveau d'arrestation. Il faudrait vraiment des moyens absolument considérables. Daouda, alors Sarah a dit quelque chose de très fort. Elle a dit que l'État semble dépassé. Là, quand même, on a plus de 800 millions de francs CFA saisis, des dollars, 350 dollars de la livre sterling. Elle a fait le compte environnemental, mais on a quand même une brigade, enfin 2 brigades même, des process qui ont été mis en place par le ministre des Mines et de l'Énergie. Vous pensez que l'État pourra, peut-être dans un temps assez réduit, mettre la main et réguler vraiment la question de l'orpaillage clandestin, Daouda? Bon, moi, je ne vais pas m'appesantir sur le ministère des Mines, mais je vais m'appesantir plutôt sur l'État parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a aucun choix que de lutter contre l'orpaillage clandestin. Quand on sait qu'aujourd'hui, l'orpaillage clandestin est source de beaucoup de problèmes. Premier problème, c'est déjà l'accaparement des terres. Deuxième problème, c'est le grand banditisme. Troisième problème, c'est le terrorisme. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on fait frontière avec des pays qui sont enclins au terrorisme et au djihadisme, j'avoue que l'État n'a pas de choix que de prendre à bras le corps cette problématique. Parce que c'est une question de sécurité nationale. Au-delà de la question de la sécurité nationale, il y a une question environnementale qui rentre en ligne de compte, dont elle parlait justement. Mais ces orpailleurs clandestins, quand ils vont dans les villages, souvent, ils s'associent ou bien ils sont en partenariat avec des chefs coutumiers ou bien même les gens du village. Au début, ils viennent... dénoncez parfois des complicités internes. Des complicités, il faut le dire clairement. Au début, c'est une petite complicité, mais finalement... À quel niveau sont les complicités ici? Non, quand je parle de complicité, c'est qu'on sait qu'il y a de l'or dans le village, par exemple, de Derman, hein, dans son village, et dans leur village, ils veulent avoir de l'argent, ils estiment que les richesses existent. Il y a beaucoup de contextes qui rentrent en ligne de compte. On leur donne un petit morceau de terre, mais les orpailleurs clandestins, comme on le sait tous, sont des bandits de grand chemin. Et finalement, vous leur donnez le doigt, ils vous prennent tout le bras. Et c'est ce qui arrive. Et finalement, ils vont polluer l'eau, ils vont polluer la terre, ils vont détruire la forêt. Quand on sait qu'aujourd'hui, on fait face à une crise environnementale, c'est dangereux pour les populations. Alors, on a suffisamment, Christelle, à rappeler les conséquences de tout ça. Mais Daouda a dit une chose en parlant de complicité. Mais s'il parle de complicité, ça veut dire qu'à un certain moment, est-ce qu'on peut se poser la question sur le fait que, est-ce que l'État n'a pas échoué à convaincre? Parce que si c'est les orpailleurs qui arrivent à convaincre les villageois, qu'en pensez-vous, Herman? Moi, je pense que les solutions de l'administration semblent peu efficaces. Ouais. Parce que l'année, on prend le bilan en 2022, on était à 800 sites démantelés. Cette année, on est à 1998 sites démantelés. À croire que les sites, ça accroît, et puis ça veut dire que les sites, on les démantèle, mais très tôt, ils se réinstallent. Donc ça pose un véritable problème. Mais il y a autre chose, la fermeture des sites. Lorsque, à moins de faire croire que la Côte d'Ivoire est un territoire totalement aurifère, c'est-à-dire que quand on voit 302 localités touchées, 302 localités sur 25 régions, la bonne nouvelle qu'on peut tirer dedans, si les informations, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est une zone totalement aurifère, puisque partout on trouve de l'orpaillage clandestin. Il y a ça. Mais moi, je veux parler même des saisies qu'on fait aussi. On saisit de l'argent, on va mettre ça sûrement dans les caisses de l'État, mais on détruit quand même du matériel qui est important. Ce n'est pas du matériel prohibé. C'est-à-dire que si c'était de la drogue, on peut détruire, mais on trouve des motopompes et autres qui peuvent servir dans d'autres secteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne les oriente pas ailleurs, mais on les détruit? Bon, ça, c'est une question. Parce que c'est parce qu'on fait de la répression contre quelque chose qui n'est pas légal que les produits de cela, qui peut aider dans d'autres secteurs, qu'on puisse pas les utiliser. Herman, on n'a pas, justement, quand vous parlez de l'orpaillage clandestin,
il y a du matériel assez dangereux, des matières dangereuses qui Non, interviennent. je vous dis par exemple... Ces motopompes là, ils ont manipulé peut-être du mercure. On nettoie. Ça veut dire que ça pourrait... Non, je vais pas... C'est pas aussi simpliste. Donc l'argent a été touché aussi par le mercure, certainement. Puisque ça est dans leur... Non, je veux dire que... Je ne veux pas qu'on s'éloigne du débat, puisque le débat n'est pas là. Nous, on ne veut pas donner, mais on veut comprendre votre point sur ça. Vous dites que le matériel... Je prends par exemple... On va relancer là-dessus. Vous dites que le matériel aurait pu être utilisé ailleurs. Donc la question qu'elle vous pose, c'est que c'est du matériel qui est déjà même souillé d'une certaine façon. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement l'administration a raison de... On peut décontaminer du matériel. Je veux dire que c'est du matériel quand même important. Je vois 15 broyeuses, 172 laveries, 430 motopompes, 50 tuyaux de motopompes, 1122 concasseurs artisanaux. Je veux dire que c'est du matériel que les gens utilisent. Je veux on vous donne la possibilité d'aller... Allez-y au fond de votre idée, puis vous revenez sur la suite. C'est-à-dire qu'on peut faire quoi de ce matériel-là, par exemple? Je ne sais pas si vous avez... Moi, je pense que ce matériel, on peut l'utiliser sur nos routes. Souvent, les voies d'accès, les routes villageoises, elles sont compliquées. On peut utiliser ce matériel pour casser des roches, des routes là, pour l'administration prend peut-être la pleine mesure en se disant ce matériel est passé par un process. On sait très bien comment est-ce que c'est. Donc l'argent là n'est pas contaminé. La question que c'est dans les mêmes endroits qu'on trouve les 800 millions et autres qui sont c'est de l'or, il y a du mercure et d'autres choses qui interviennent. Est-ce que, par exemple, ils ne se disent pas, il faudrait éviter même que cela arrive ailleurs, détruire tout ce qu'il y a sur site et avancer. C'est mon point de vue. Hein. Peut-être je raconte des histoires. Sarah, oui, mais surtout, peut-être recentrer vraiment le débat. Là, il s'agit d'activités clandestines qu'on essaye d'éliminer. Maintenant, est-ce que les mesures prises par l'État sont suffisantes? Je pense que non, au vu de la matière première, de la tonne de matière première qui est présente sur tout l'ensemble du territoire. Donc peut-être redonner des chiffres aussi pour peut-être redonner une idée de l'ampleur de ce contre quoi on doit lutter. L'or en Côte d'Ivoire, c'est plus de 48 tonnes d'or produit l'année dernière. 48 tonnes. Ça place du coup la Côte d'Ivoire en 9e position en Afrique. C'est énorme. 22e sur le plan mondial. Avant la Côte d'Ivoire, on a le Ghana, le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud. Donc la Côte d'Ivoire est un gros producteur. C'est des centaines de milliards de chiffres d'affaires, de recettes fiscales pour l'État, en partie qui sont vraiment perdus aussi pour l'État. Donc c'est beaucoup d'argent qu'on pourrait collecter et qu'on perd parce que via ces activités clandestines. Donc ça, c'est une chose, les pertes. Mais en plus des pertes sur le plan financier, il y a l'impact, bon, j'ai envie de dire environnemental, mais surtout sur les autres activités telles que l'agriculture. Il y a vraiment une pollution de ces activités, parce qu'elles sont faites justement de manière clandestine, sans contrôle ni rien, qui impacte la vie, toute la vie économique de ces villages. Et il faut un certain temps avant qu'ils se rendent compte que ça ne leur est pas très favorable de se lancer dans ce genre d'activité, ni même de les protéger quand elles sont faites de manière clandestine. Donc maintenant, est-ce que l'État fait assez ? Je pense qu'ils font ce qui est dans leur... en fonction de... Vous disiez que l'État était dépassé, Sarah. Oui, parce que c'est sur l'ensemble en fait, du territoire qu'on retrouve de l'or, c'est partout. Alors, et il y a des trous de 70-80 mètres de profondeur qu'on retrouve qui ne sont pas rebouchés. C'est un danger aussi qui reste. Une fois qu'on a tous constaté, donc, et les conséquences, vous l'avez dit, Daouda l'avait rappelé tout à l'heure aussi, l'État est dépassé. Est-ce qu'on peut dire, on peut essayer de dire pourquoi l'État serait dépassé? Est-ce un problème de moyens? Est-ce un problème de caractère insaisissable de cette activité dite clandestine? C'est quoi au fond, comment vous analysez cette situation de capacité de l'État? Généralement, j'aime dire que quand les gens aiment dire que l'État est dépassé, je ne dirais pas que l'État est forcément dépassé. Parce que cette question, d'abord, qui est environnementale, au-delà de l'environnement, on parle de sécurité, c'est une question de responsabilité collective, dans un premier temps. Parce que l'État peut mettre pas être partout, voilà, c'est ça. L'État peut mettre tous les moyens en œuvre pour lutter contre ça, mais si les premiers concernés dans ces différentes régions ne se disent pas qu'en fait, nous-mêmes, on se met en danger vis-à-vis de cette situation, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont toujours aller dans un coin. Mais quand Daouda dit cela, Herman, est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, les populations sont assez sensibilisées sur les dangers de l'orpaillage? Sur des questions aussi sensibles comme celle-là, souvent Daouda il revient avec la responsabilité collective. Aujourd'hui, il faut laisser les populations tranquilles.
Aujourd'hui, l'orpaillage clandestin, on connaît les dangers, on les a tous situés. Aujourd'hui, on ne peut même pas regarder nos cours d'eau dans nos villages, nos régions. Nos parents boivent cela. Souvent, ils ne savent pas les dangers qu'il y a comment on appelle, sur ces questions. Ils ne connaissent pas les dangers. Mais c'est des enfants qui seront mal formés après. Mais les cours d'eau sont... Oui, mais quand on parle des responsabilités collectives, c'est vrai qu'il y a la part de... Mais qu'est-ce que l'État, qui est régulateur, qui a la force répressive, fait? Mais en fait, ce que j'essaie de te dire, Herman, sur cette question-là, c'est que l'État lutte contre ça. Elle parlait justement de la brigade qui a été mise en place pour lutter contre l'orpaillage clandestin. Mais il faut que je parlais dès l'entame de complicité de certains chefs coutumiers dans des villages. Parce que c'est des sites qui ne sont pas répertoriés. C'est des sites que l'État même ne sait même pas que ça existe dans certaines localités. Donc du coup, si les collectivités au niveau local ne se disent pas que le produit, le cyanure, le plomb qui est utilisé, si on ne remonte pas cette information-là à l'État, il ne peut pas aller lutter contre ça. Je prends un exemple concret. Hier, nous avons attrapé le tueur de la femme de Mans. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la population a estimé que voilà, il faut qu'on s'implique pour que justice soit rendue à cette dame et à sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. L'État fera tout, mais il est important que les populations fassent. Je prends un exemple factuel. Il n'y a même pas un an, je suis allé quelque part dans l'armée. En plein village, dans un village, avant qu'on accède, ils ont fait, il y a l'orpaillage, l'activité est là. Le sous-préfet, tout cela, nous tous, on a enjambé cela pour aller aller à une activité. Je préfère... Comment est-ce que vous interprétez cela, Herman, justement? Mais c'est pour dire que l'autorité, vous parlez de villageois. Oui. Les villageois, là, ces gens-là, lorsque vous avez fait le point tout à l'heure, ils ont des armes, ils ont des munitions, ils ont tout cela. Les villageois, ils sont exposés, eux aussi, ils sont de la paupérisation. Leur situation de misère fait en sorte qu'ils sont là. Mais l'État a le droit de veiller à ce que les populations... Donc vous êtes en train de aussi noter deux choses. Parfois, la complicité même de l'administration qui ne se donne pas tous les moyens, et aussi la souffrance des populations face à des orpailleurs qui sont assez dangereux. Et là, vous vous dites, ce n'est pas un cas isolé, ce que vous avez pu observer. Ce n'est même pas un cas isolé. Comme on dit là, on a vu que c'est dans les 25 régions de la Côte d'Ivoire, l'activité continue. Donc, on sait où les sites là se trouvent. Alors, non, on ne sait pas où tous les sites se trouvent. Justement, Sarah, quand on écoute Herman, on a l'impression que certaines populations sont prises en otage par ces orpailleurs clandestins et que l'État essaie de bien faire les choses depuis Abidjan, mais n'arrive pas à rentrer dans le territoire. Ouais. Comment est-ce que vous analysez cela? Est-ce que véritablement on peut dire que les populations, André, en Côte d'Ivoire, certaines populations sont prises en otage par ces orpailleurs clandestins? Parce qu'il a dit, tout le monde sous-préfet comme population, tout le monde en jambes et est passé. Oui, c'est possible. En tout cas, moi, j'ai vu des cas où c'est les responsables de village même qui ont décidé de faire sortir ces gens-là, de les dégager des villages, en gros, parce qu'ils ont vu l'impact désastreux que ça pouvait avoir sur leur propre activité. Moi, j'ai vu ce cas de figure. Je ne peux pas parler pour autre chose, une activité à laquelle je n'ai pas assisté. Par contre, je pense que l'essentiel, maintenant, ce serait vraiment d'éduquer quant au danger de ces activités, éduquer les gens, les sensibiliser, les éduquer quant au danger de ce qui est utilisé et de l'impact négatif que ça peut avoir chez eux à terme. En fait, si tu permets, attendez, comme vous êtes deux à vouloir parler, rapidement, on permet à vous de réagir. En fait, à cause de la paupérisation, la pauvreté, il ne faut pas vendre ses dents pour des plats de lentilles. Parce que finalement, comme on estime qu'on veut avoir de l'argent, on veut avoir de l'or, mais les gens justement passent par de l'or pour faire du blanchiment d'argent. Mais au-delà, quand on pousse la réflexion pour aller un peu plus loin, tu as eu de l'argent, mais ta population, finalement, est en train de mourir. C'est là qu'il vient la responsabilité. Mais non, souvent, comme vous avez dit, ce sont les chefs coutumiers, les propriétaires terriens qui le font en complicité. Et même certains cadres, même l'administration. Oui, qui le font en complicité avec ces gens-là qui viennent s'installer. Mais très souvent, les jeunes, les femmes qui sont dans les villages, se rebellent. Mais lorsqu'ils se rebellent, c'est les mêmes autorités là qui viennent calmer parce qu'il y a un conflit. Mais quand ces autorités viennent calmer parce qu'il y a conflit, est-ce que ces autorités font en sorte de dégager Non, on essaie de faire trouver une conciliation. Je pense qu'il faut qu'Herman développe un peu plus. Lorsque les populations essaient de dire on est fatigué, certaines autorités viennent dire non, laissez ces orpailleurs travailler. Les gens sont dans une situation de médiation avec eux. Or, ils sont là, on sait qu'ils sont là. Je dis qu'il y a des villages qui sont partout, on les voit. Les gens qui sont dans les villages, ils savent que les gens vivent avec eux et que les autorités, que ce soit administratives comme coutumières, ce qui pourrait surprendre, c'est que l'État se fasse harakiri, en fait. En fait, moi, je comprends ton point. Et c'est pour cette raison que quand j'ai pas des responsabilités partagées, on va boucler le sujet. Je disais simplement parce que au-delà de la complicité, Herman, qu'on le veuille ou non, il y a la corruption.
qui est une gangrène. Dans toute corporation, il y a des gens corrompus, ça arrive. Mais c'est pour cette raison que chacun de nous, là où il se trouve, doit se sentir investi d'un pouvoir, de dire qu'il faut qu'on dégage ces gens de nos terres. Parce que finalement, on n'aura plus de terre pour nos enfants. Merci. En creux, ça aurait pu être le titre d'une chanson, Tous coupables, parce qu'évidemment, il y a tellement de, de responsables dans cette affaire-là, parfois des villageois, des familles qui cèdent des terres et l'État lui-même qui observe tout ça. Et il faut le reconnaître aussi, n'a pas tous les moyens. Lui, cette affaire d'Orpaïa, ça ne l'intéressait pas trop. Il est plutôt intéressé par les sujets politiques. C'est Élisée Boloubeu. Il va nous rejoindre pour qu'on parle politique sur le deuxième sujet. On va l'applaudir au moins pour son parce retard. qu'apparemment, voilà. Élisée Boloubeu. Il va nous rejoindre pour qu'on parle politique. Organisation donc, des partis politiques, il n'y a pas longtemps, Christelle, hein, c'était le PPACI Exactement. qui refaisait un peu avec un nouveau secrétaire général, de nouvelles instances. Et là, c'est le RHDP, le parti au pouvoir, qui est en train de voir comment remettre en ordre de bataille toute sa jeunesse. On sait qu'il y a un président, c'était pas très clair, est-il encore tout jeune? Mais une chose est sûre, ils veulent un nouveau président. Sera-t-il enfin élu? C'est une question qu'on peut se poser. Bah oui, André, la saison est à la fête aux élections, on va dire ainsi. On repart du côté du RHDP. Alors, il faut avoir un nouveau président, le président de la jeunesse, voilà, qui sera élu. Et il faut dire que le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Touré Mamadou, a convié donc le mercredi 29. Tiens, c'était hier le jour de l'anniversaire d'André. Les responsables des jeunes RHDP et les organisateurs, du rendez-vous électif prévu pour ce samedi 9 décembre 2023 pour définir une feuille de route et la campagne, André, bat son plein. La campagne bat son plein, plusieurs candidats, c'est dire qu'il y a une forme d'engouement. Est-ce que vous pensez que là, la jeunesse va pouvoir véritablement s'exprimer? Et vous vous dites aussi, les amis, enfin, on va laisser place à la jeunesse dans un parti politique qui gère le pouvoir au quotidien. Herman. Moi, je pense que c'est bien. Ça montre une certaine vitalité du RHDP et qui, je constate, renouvelle quand il peut sa jeunesse, ses instances. Aujourd'hui, ce que je vois, moi je remarque surtout l'âge de ceux qui sont candidats. On est en train de laisser la période où c'était quand même des gens d'un certain âge qui ne sont pas forcément jeunes, pas forcément trop vieux, mais qui étaient là. Mais aujourd'hui, on voit quand même que ce sont des jeunes qui eux-mêmes, qui viennent prendre Kouyaté, Adama, il y a Namori, il y a Baudouin Yapou, tous des jeunes qui veulent leur place. Une jeune femme. Il y a une dame aussi qui veut prendre leur place. Moi, je pense que ces choses-là, c'est cela. Lorsque les tests le prévoient, il faut le faire, quelles que soient les circonstances. Et ça, si le RHDP le fait à moins de 2 ans des présidentielles, c'est pour placer la jeunesse au cœur de l'appareil pour essayer de trouver les actions à mener pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. Daouda, en plus de positionner la jeunesse au cœur des actions, pensez-vous qu'il y aurait d'autres enjeux par rapport à cette élection? Non, pour moi, avant même d'arriver aux enjeux, je veux dire, cette élection même s'inscrit dans le cadre normal de la vie d'un parti politique. On voit déjà un PDCI RDA qui est au four et moulin pour voter, pour élire son président. Forcément, après l'élection du président, ils vont restructurer leur parti. Le PPACI, après les élections, cherche à redynamiser ses sections féminines et de jeunes. Tous les partis sont en pleine préparation. Et quand on sait que déjà, demain, c'est le 1er décembre, on est à 1 mois de 2024, donc on est à 1 an d'une élection présidentielle. Chaque parti politique est aujourd'hui en train d'affûter ses armes pour préparer 2025. Quand on sait que selon les derniers RGPS, la population de Côte d'Ivoire est à 73% jeunes, ben forcément il faut mettre des jeunes en avant pour aller séduire d'autres jeunes pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Ce n'est pas avec des vieux qu'on va aller forcément conquérir un pouvoir d'État, avec une population très jeune. Donc c'est tout à fait normal que chaque parti mette les jeunes en avant et mette des femmes en avant pour aller parler à leurs amis, ça et là. Est-ce que selon vous, Sarah, il y avait un vrai paradoxe de voir que le chef de l'État, qui est par ailleurs le président du RHDP, qui annonce une année consacrée à la jeunesse, qui met en place un programme jeunesse, mais l'organisation de la jeunesse au sein de son propre parti datait d'une certaine époque. Est-ce que pour vous, il y avait une forme de paradoxe?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il était temps pour le parti de penser à un moyen vraiment d'intégrer la dimension jeunesse dans ses activités et d'avoir une sorte de personne élue qui aura un rôle de modérateur entre les jeunes et l'autorité politique et administrative. Je pense que c'était nécessaire et je rejoins un petit peu ce que j'entends sur le fait que ce soit potentiellement un test. C'est un premier test autour de la mobilisation des jeunes autour de la présidentielle de 2025. Élisée Bolobeuf, lorsque vous regardez les profils des candidats, vous vous dites on aura peut-être du répondant vis-à-vis d'une autre jeunesse de gauche, par exemple, pour ces élections à venir? Ben moi, je ne suis pas du RHDP, je ne maîtrise vraiment pas les candidats qui sont là. Mais vous analysez quand même. Oui, j'analyse, c'est ce que je veux dire. Mais je veux dire que je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais je note juste une chose, c'est qu'effectivement, parce qu'il est important aussi de le préciser, le RHDP n'est pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est en conformité avec ses tests. Le président en exercice actuellement au niveau de la jeunesse est en fin de mandat et il ne remplit plus les conditions. Parce que pour être président aussi de la jeunesse du RHDP, il y a des conditions, parmi lesquelles ne pas être âgé de plus de 35 ans. Celui qui est là aujourd'hui est largement au-delà, donc notamment il ne peut plus être candidat. Donc le parti restructure, disons, sa jeunesse. Non mais Élisée, est-ce que ça ne vous intrigue pas qu'il soit resté pendant autant de temps alors qu'il ne remplissait plus les conditions d'âge? Il soit resté autant de temps, il est resté combien de temps? Non, enfin, je dis qu'il y a longtemps qu'il a passé l'âge, les 35 ans, comment il s'appelle, le député d'Ascension. Oui, mais ce n'est pas juste avoir passé l'âge, mais est-ce qu'il était en fin de mandat? Là, la question, parce que même si tu as 34 ans, tu n'as pas 35 ans que tu as été élu, bon, si tu as dépassé les 35 ans, mais ton mandat court encore, ça court. Donc c'est de savoir... Je ne sais pas le mandat combien de temps, mais juste une précision. Je sais que M. Dassansan était là depuis pratiquement 2014 quand même. Ouais. C'est que depuis qu'Alassane Ouattara est là, on n'a pas entendu une élection sur la jeunesse du RHDP, en fait. Donc, pour pas apporter de l'eau à votre moulin, et essayer de peut-être vous contredire, pour dire que, est-ce que finalement, le fait d'avoir attendu autant, ce n'est pas ce qui vous fait dire que vous n'avez pas beaucoup d'idées sur ces jeunes-là. Finalement, c'est des jeunes qui n'ont pas pu s'exprimer pendant autant de temps. Est-ce que vous pensez que c'est un questionnement qu'on peut avoir? Moi, tout à l'heure, tu disais quelque chose qui était important. Hein, le fait déjà que on dise que c'est une année de la jeunesse et puis le temps qu'on ait mis du temps pour restructurer un peu la jeunesse de ce parti-là, je crois que c'est toujours les mêmes choses, ce que j'ai l'habitude de dire ici. Cette inadéquation, si je peux m'exprimer ici, entre les discours et puis les actes, vraiment, ça nous amène à nous interroger sur beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, on est en train de restructurer la jeunesse du parti. Ben, Dieu merci, j'espère que pour une fois, ça va être peut-être le déclic pour que vraiment on pense à renouvellement même du personnel politique, parce que je sais qu'il y a cette phrase dynamique qu'on a entendue depuis quelques années et qu'on attend de tous nos voeux, celui-là de une jeunesse, voilà, redonner plus de place à la jeunesse dans les disons, au niveau national, même pas dans les partis, mais vraiment au niveau passer la main à une nouvelle génération. Ah oui, c'est voilà, le terme, passer la main à une nouvelle génération. On espère vraiment qu'au travers de cette élection au sein du parti au pouvoir, va donner l'exemple véritablement d'une volonté de passer le pouvoir à une nouvelle génération. Je suis d'autant plus satisfait que quand on regarde, c'est vrai, comme j'ai dit, je ne les connais pas, mais pour juste avoir lu un peu le profil des uns et des autres, au moins on est dans une fourchette qui respecte, à mon avis, vraiment disons, ce critère d'âge-là de moins de 35 ans. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Sarah. Oui, justement. Par rapport à ce qu'Élisée disait. En parlant de critères, alors les critères, juste pour les partager rapidement, évidemment, il faut être nationalité ivoirienne, avoir en effet entre 25 et 35 ans. C'est ça. Être militant actif, n'avoir eu aucune sanction disciplinaire au cours des 12 derniers mois. Bon, j'aurais pensé un peu plus longtemps. Avoir joué de tous ses droits civiques, bien sûr, et à payer 500 000 francs de droits d'inscription qui restent non remboursables. Bon, quand on a 30-35 ans, pourquoi pas, mais 25 ans, 500 000 quand même, c'est un peu si longtemps. Que pensez-vous justement de ces conditions d'éligibilité? Bon, je ne vais pas m'appesantir, être ivoirien, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce qui me pose problème dans ces conditions-là, c'est les 500 000 non remboursables parce qu'on va à une élection de jeu. Pourquoi ça vous pose problème? C'est un gros montant. Mais le montant même en Côte d'Ivoire des élections, à commencer par la présidentielle même, jusqu'à... Moi, ça me pose un problème. Moi, je pars du principe que si on est membre d'un parti, ou bien que je suis ivoirien, aller aux élections, je n'ai pas besoin de payer de l'argent pour ça. L'État a les moyens pour qu'on puisse organiser des élections. Tout le monde peut se présenter parce qu'il remplit les conditions. Mais demander à des jeunes militants qui, ma foi, je pars du principe que
Certains même, peut-être qu'ils n'ont pas un emploi où ils ont 500 000 francs. On vous a compris, permettez aux autres de réagir, parce que ça peut être un point de discussion important. Mais en même temps, moi je pense que 500 000 francs, je ne dirais pas que c'est rien. Mais quand même, malgré cela, on a quand même une multitude de candidatures. Ça veut dire que c'est peut-être dans l'objectif du comité électoral de faire en sorte que, de faire déjà un petit tri pour savoir que ça soit non remboursable, c'est ce qui m'inquiète. Sinon, 500 000, on pourrait poser ça comme ça. Ça va être intéressant. Élisée, vous voulez réagir dans le sens ou contre ces propos? Non, contre les propos. Là, ce que Sarah dit, c'est très intéressant. Elle attire notre attention sur... Non, c'est pas sur le côté remboursable, c'est-à-dire qu'elle attire notre attention sur le fait que comment on choisit les moyens comme un élément d'élimination. Et c'est ça que Sarah peut peut-être nous défendre, cette idée. Pour vous, la question financière ne doit pas être un élément de critère dans l'engagement politique. Mais bien sûr, oui, c'est exactement ça. Il peut y avoir des frais d'inscription pour payer les frais administratifs, on peut le comprendre. Mais quand on va au-delà d'un certain montant, on élimine une partie de la population qui n'a pas ces moyens. Et c'est quoi aller au-delà d'un certain montant, Sarah? Déjà, le SMIC ivoirien, il est autour de 75 000. Et là, on est en train de parler de 500 000 francs CFA. Ce n'est pas tous les jeunes Ivoiriens qui peuvent mobiliser autant. Alors, justement, Élisée, parce qu'on parle de jeunes. Est-ce que pour vous, diriger un groupement politique important comme celui du RHDP ne devrait pas avoir justement la caution financière? Elle parle du SMIC. On ne peut pas dire, est-ce que du moins on peut dire ceux qui veulent être candidats, venez payer 75 000 francs ou 50 000 francs ou ne payer rien du tout? C'est quoi votre point de vue, Élisée? Non, moi je pense déjà même que le fait même d'établir des critères, ça élimine déjà un certain nombre de catégories de personnes. Ça c'est clair. Dès l'instant qu'il y a des critères, ça veut dire que tout le monde ne peut pas partir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont éliminées, c'est clair. Toutefois, je reste aussi d'avis avec eux sur le montant. Je trouve que le montant, pour moi, il est faramineux. Mais je le comprends, parce qu'en réalité, ceux qui fixent les montants et qui le font, c'est parce qu'ils savent que ces jeunes-là, en réalité, ne paieront pas d'eux-mêmes les montants. Parce qu'ils ont certainement des parrains. Ils ont des parrains. Les jeunes qui sont candidats et autres, tout ça, ils ont des parrains. Parce que diriger un appareil politique, là, c'est un ensemble de groupements. Et il y a des groupements qui sont des groupements forts, notamment les groupements de jeunes, les groupements de femmes. C'est des groupements vraiment sur lesquels on peut s'appuyer pour gagner des élections. Donc on veut forcément avoir... Et je pense qu'on va avoir un point de désaccord, Christelle et moi, parce que effectivement, oui. Parce que moi, je pense que et ce que Élisée dit, ça révèle aussi une autre chose. Moi, j'ai vu le montant, mais ça révèle aussi le fait que, finalement, le jeune, il va se faire contrôler par quelqu'un qui a plus de moyens. Mais ça, ce que Élisée est en train de dire, c'est un vrai point qu'on peut mais en réalité, vous savez bien, et je donne mon point de vue, André, en réalité, on ne rentre pas en politique comme on rentre dans une salle de bain. Il faut un parrain. Il faut ce qu'on appelle peut-être... Enfin, je ne sais pas comment je veux dire en français, un mentor ou un godfather qui va venir. Attendez, mais je crois que ces jeunes-là, en tout cas les candidats qui ont été choisis, ont la capacité de payer eux-mêmes les 500 000. Après, c'est clair, de façon politique, qu'ils auront des personnes qui vont par derrière leur donner des conseils ou les diriger. Allez-y. Je pense que soyons cohérents avec nous-mêmes. L'élection municipale même de Côte d'Ivoire, où on gère une collectivité, où on gère des populations, mais franchement, on ne paye pas plus de 100 000 francs, je crois. Donc, pourquoi, pour un parti politique, même si c'est un parti politique, ils ont leurs règles entre eux, décider que pour des jeunes, où on parle de vie chère, elle a parlé du SMIC, on va venir dire à ces jeunes-là, payer 500 000. Mais justement, ça veut dire qu'en fait, dans les différents partis politiques, si des parrains payent les 500 000, mais ça veut dire qu'ils n'ont aucune liberté finalement d'agir. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, les jeunes n'ont aucune décision à prendre. Parce que dès l'instant, parce que la main qui paye, c'est cette main qui va ordonner ce que tu vas faire. Très bien, soyez court, ça. La question de l'argent, je suis d'accord avec vous, Christelle, on ne peut pas rentrer en politique comme on rentre je ne sais où, mais on a besoin effectivement d'un parrain, mais il ne devrait jamais s'agir d'argent. Quand on rentre en politique, c'est parce qu'on veut défendre des idées, un projet, et que l'on soit d'une famille noble ou d'un rang social élevé, enfin, je veux dire, ça ne devrait jamais être le cas, ça ne devrait jamais être une discrimination de ne pas pouvoir mobiliser autant d'argent. Deux, trois téléspectateurs qui sont en train de se marrer, hein, ils vous disent que vous êtes un peu naïf, non? Mais non, mais pourquoi je veux dire... Non, c'est pour vous titiller un peu. Non, mais pourquoi on ramène tout à l'argent? Ce que je veux ajouter, quand même, c'est des partis politiques. Il ne faudrait pas qu'il y a toujours des affinités. Il y a tous ceux qui sont là, qui sont candidats aujourd'hui, si leur parrain ne leur a pas, chacun de leurs parrains ne leur a pas dit d'aller, ils n'iront pas. Donc ça, c'est un réel. Donc moi, je ne crois pas qu'on doit...
s'éterniser sur les 500 000 francs. Parce qu'en réalité, ça, forcément, ce n'est pas de leur poche qui sera venir. Sortons de ce parrainage. Attendez, pendant longtemps, Élisée de réagir, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. D'accord, moi également, je ne partage pas cet avis-là. Vous voyez, en fait, et je ne le partage pas, d'autant plus même en fait que c'est pour les élections au sein du parti qui est au pouvoir. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau de vie en Côte d'Ivoire, quand on regarde même toute cette flambée, cette inflation, et que tout le monde à longueur de journée est en train de se plaindre sur la question de la vie chère, mais il faut donner l'exemple quand on est parti au pouvoir. Mais quand on demande à des jeunes de payer 500 000 francs comment on appelle ça, de caution. Moi, je non remboursable. Non remboursable. Je vais poser une question simple. Est-ce que de vous à moi, là, je note peut-être 4 ou 5 candidats, selon ce que je viens de voir, à supposer même que les 5 payent 500 000, ça nous fait 2,5 millions. 2,5 millions peuvent organiser le congrès qu'on a fait là? C'est pas possible. Le congrès que le RHDP fait. Des expositions, hein, au parc des expositions. 2,5 millions ne peuvent pas organiser cela. Donc, le motif de demander les 2,5 millions répond à quelle logique? Ça répond à quelle logique? C'est juste pour une caution, pour dire qu'on veut que quelqu'un paye quand même. Mais il faut qu'on rentre une fois. Alors, Élisée, on va rester avec vous. Donc, Élisée, oui. En Afrique et en Côte d'Ivoire, Oui. malheureusement, le président est celui-là, André, qui porte la chose, malheureusement. Oui. On a vu un peu le cas du président Bédié. Oui. On parle aussi de ce qui se passe, oui, Thiam, parce que. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'on met le test, on met la caution de 500 000 francs pour voir justement qui peut supporter? Vous allez avoir des jeunes qui vont venir vous voir. Non, Il faut moi, je suis pas d'accord. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais réagir. je lance le débat. Oui. Je dis, est-ce que vous pensez qu'il serait de bon aloi qu'un président de jeunesse, selon les pensées africaines, je sors de l'idéalisme politique dans lequel vous êtes, parce que j'y crois pas personnellement, voilà. Est-ce que vous pensez justement qu'il faut qu'on mette quelqu'un là qui ne peut pas, entre grilles, comme on le dit en Côte d'Ivoire, gérer le transport? Attendez. Ils sont sérieux. On ne parle pas tous ensemble. On ne parle pas ensemble. Moi, je vous relance sur la question. Est-ce que vous pensez que ça existerait? Voici un principe sur lequel elle attire votre attention. Est-ce que, sur ça, en termes de réaction, vous pensez que la réalité du terrain africain, comme elle dit, du terrain ivoirien, ne fait pas que ça correspond justement à la décision du RHDP? Mais ce que je veux lui faire comprendre, moi, je vous mets au défi. Il peut y avoir même des jeunes ici qui vont même payer plus que les 500 000, mais qui ne seront pas en mesure de payer le transport des gens qui vont venir faire la réunion. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous parlais de parrains. Je vous parlais de personnes qui sont derrière, des mentors qui sont derrière ces jeunes-là. Donc, ils pourront payer la caution. Mais ça ne garantit pas que ce jeune-là ait les moyens d'assumer la suite de trucs. Donc, d'assumer la suite, de sa fonction. Le plus important, à mon avis, quand on met un jeune devant l'organisation des jeunesses d'un parti politique, dans un premier temps, c'est parce qu'on trouve dans ce jeune-là un certain leadership qui est à même de permettre de réaliser le programme pour lequel on veut conquérir le pouvoir d'État. Donc ce jeune-là, au-delà de l'aspect financier, c'est des idées, c'est l'intelligence, c'est ce leadership, c'est sa capacité qu'on doit mettre en avant. Pas le fait qu'il ait des moyens financiers. Élisée, non, Élisée va permettre à Sarah de rajouter à ce que vous avez dit. Justement, André. Tu veux dire la même chose. Non, c'est ça, d'en rajouter. Et puis après, on vous donne la parole pour terminer. Sarah, allez-y. Que ce soit la même chose ou pas, mais je veux utiliser des mots là. Ça Voilà, doit utiliser ces sortir. mots à elle. D'accord. Pourquoi est-ce qu'un candidat, donc en gros, si je vous écoute, un candidat, un homme politique doit être riche pour être utile et avoir des idées qui seront impactantes pour sa communauté? Parce que c'est ça qu'on est en train de dire. En gros, si un candidat arrive, mais qui vient d'une classe sociale pauvre, qu'il n'a pas beaucoup d'argent sur lui, en gros, il ne pourra pas gérer un parti politique et payer des... C'est pas à lui de payer des transports. C'est un parti politique qui doit lui allouer un budget pour déployer son programme. Mais un homme politique doit être choisi en fonction de sa vision, de son programme, de son leadership, de son intelligence, de la façon de mobiliser, et non pas de son portefeuille. Parce qu'un homme peut avoir beaucoup d'argent, mais rien dans la tête. Ou peut avoir beaucoup d'argent et il va créer des conflits personnels parce qu'il aura des intérêts personnels. Je ne comprends pas qu'on associe Alors, en Sarah, fait... c'est vrai que vous ne comprenez pas, mais Non, est-ce que je vous ne pensez comprends justement, pas. Herman, est-ce que vous comprenez? Pour terminer, hein. Ce que je dis Sarah à est très idéaliste, est-ce que vous comprenez cela? c'est pas il ne faudrait idéaliste, il pas devrait pas y que avoir de Sarah conflit. pense qu'on ne partage pas son point. On le partage entièrement, mais on te parle du terrain. Oui. Non, mais justement, on doit lutter contre ce qui se mais passe on sur le lutte terrain. contre ça, mais pour le moment, c'est pas nous la mise des 500 000 francs. Herman réagit. Voilà, c'est pas nous la mise des 500 000 francs. On va te dire que les 500 000 là, ils ont mis ça pour tester, pour ne pas qu'il y ait des candidats dans leur sein qui soient des candidats de... Qui soient des candidats on peut quoi? dire plaisantins. Soit les candidats quoi? Mais ils ne pourront pas être Donc il faut de l'argent pour ne pas être plaisantins plaisantin. En fait, c'est ce que je On va dis. entendre C'est Daouda pas moi qui le là-dessus. dis, c'est le réel. Mais parle du terrain, Daouda. S'il vous plaît, Non. quand Herman dit on vous parle du terrain, est-ce que vous comprenez Ça vous cela? parle. Non, moi, Est-ce que ça vous parle Pour dire justement? vrai, je comprends les deux parties. Voilà.
ce qui devrait être, c'est ce que Sarah et C'est Izzy cela. disent. Mais la réelle politique sur le terrain, l'exemple que nos aînés, nos doyens, depuis des années, nous ont toujours démontré, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si vous vous rappelez très bien, Pascal Affi-N'Guessan, lorsqu'il faisait son bilan après sa débâcle dans le Moronou, il a dit c'est une question d'argent. Parce que les gens partagent de l'argent sur le terrain. Mais j'avoue sincèrement que je suis contre les 500 000 francs. Très bien. C'est la façon Vous comprenez. Moi, j'ai cru qu'on allait le rembourser. C'est pas un bon Voilà, signal. donc voilà que, Non, c'est pas un bon signal. Voilà que finalement, nous tous, nous pouvons partager, excusez-moi, parfois on peut avoir des divergences, mais il y a un vrai bon sens, c'est que pour faire de la politique, c'est avant tout le partage des idées, et il y a une contribution. C'est parce que la contribution est collective qu'on arrive justement à faire en sorte que individuellement, les uns et les autres puissent, j'allais dire, sortir du lot. Ce n'est pas par rapport au fait que les individus ont de l'argent. Voici, moi je pense, comment on peut résumer ce que nous venons de vivre avec vous sur cette affaire d'élection au RHDP, Christelle. On veut comprendre un peu ce que la COP, justement, 28, là, Ah ouais, ça, c'est apporte intéressant. à la Côte d'Ivoire de façon concrète. On en parle juste après le JT. À tout de suite. Très chers téléspectateurs, bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Pour vous qui avez décidé de nous rejoindre maintenant, mais avant, vous étiez nombreux à être avec nous depuis 19h. Sachez simplement que nous abordons donc justement la dernière journée du mois de novembre, qui est un mois important pour deux personnes ici. Ouais. C'est nous-mêmes, évidemment. Nous sommes très heureux de terminer ce mois en votre compagnie. Cela nous fait énormément plaisir. Vous connaissez nos canaux pour nous recevoir. Vous vous connectez sur la TNT, c'est vraiment la télévision numérique terrestre. Vous aurez qu'à choisir le canal numéro 6 et vous ferez la même chose sur le bouquet Canal+. Voyez-vous, c'est tout bon, c'est très facile et vous pouvez. Nous allons ouvrir quand même une grosse séquence pour parler d'agriculture en Côte d'Ivoire, sachant que nous sommes quand même le premier producteur mondial d'anacarde. Très bien, oui, effectivement. Mais avant, André, il faut dire que la problématique ou la thématique sur la COP est tellement dense, Oui. il y a tellement à dire qu'on la reporte à demain. Donc demain, on essaiera de comprendre un peu les enjeux pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ça veut dire quoi concrètement quand on parle de COP 28? Sachant que la Côte d'Ivoire a envoyé un peu moins de 300 personnes, donc du côté de... Un peu plus, Manueli, Élysée, de 300 personnes du côté donc, Dubaï. de Dubaï, Dubaï, voilà. des Émirats Arabes Unis. Donc on en parle demain, c'est un sujet très important. Très important. Nous recevons ici le président de l'interprofession de l'anacarde. Exactement, Monsieur Bessoro, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'organisation interprofessionnelle agricole Anacarde, OIA Anacarde. Et on va essayer donc de comprendre un peu avec vous ce que vous faites, qu'est-ce que c'est et tout. Alors, la première... Herman Oui. veut dire quelque chose? Herman? Non, c'était juste lui envoyer la première question. Non, pour la première question, ça va attendre. Alors, il y a l'organisation interprofessionnelle que vous représentez ici, mais il y a aussi le conseil du coton anacarde qui fait tout un ensemble d'activités. Et il n'y a pas très longtemps, Live TV a suivi une activité fort importante qui devrait scientifiquement impacter justement le système de production de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Je vous invite tout de suite à regarder ce reportage et on revient, on en parle sur ce plateau. Il y a 3 ans, le Conseil du coton et de l'anacarde met en place un laboratoire d'analyse des sols à Sinématali. Ce laboratoire est à la disposition des producteurs pour une agriculture durable. Le mercredi 8 novembre dernier, un atelier a été organisé pour jauger les acquis et perspectives de ce laboratoire. Ce laboratoire permet d'adapter au sol l'apport d'éléments nutritifs en termes d'engrais, d'urée, de NPK, de soufre et de tous les autres éléments dont le sol a besoin. C'est véritablement un élément de diagnostic qui permet d'adresser les besoins réels du sol et donc de faire des économies d'échelle sur la fumure des parcelles des paysans. Nous avons des résultats. Le laboratoire a analysé déjà plus de 200 000 échantillons depuis son ouverture le 20 mai 2021. Ce qui veut dire que ce laboratoire correspond effectivement à un besoin des producteurs. Et c'est les producteurs, à travers leur organisation, Intercoton, OIA Anacarde, et même, j'allais dire, des institutions nationales qui apportent des échantillons pour connaître l'état physique du sol afin donc de raisonner l'apport
d'engrais. L'atelier a réuni environ 70 participants bénéficiaires des services du laboratoire issus des services nationaux de recherche et de vulgarisation, des interprofessions agricoles, du secteur privé, ainsi que des producteurs et vulgarisateurs. Cela nous a été bénéfique. Déjà, le laboratoire est situé dans le bassin cotonnier, ce qui facilite pour nos différents membres l'acheminement des échantillons jusqu'à Sinématiali. Donc une réduction des coûts déjà de l'acheminement des échantillons. L'analyse spectrale nous permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, ce qui nous permet également de mettre ces résultats rapidement à disposition de nos producteurs pour l'application des recommandations au sein de la même campagne. Dans le cadre de la gestion de la fertilité des sols, le Conseil du coton et de l'anacarde conduit un certain nombre d'activités, notamment l'introduction du soja comme culture intercalaire dans les vergers anacardiers avec l'utilisation systématique de l'inoculum qui permet, à travers cette culture de soja, d'apporter de l'azote au sol. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que la production telle qu'attendue en Côte d'Ivoire sera de 1,2 million de tonnes. Voyez-vous, c'est une espérance importante. C'est dire l'importance justement de cette production pour notre pays. Et justement, tous les acteurs se retrouvent en appelant les scientifiques à gauche, à droite, afin de faire augmenter cette production. Le président donc, de l'organisation interprofessionnelle Anacarde est avec nous. Et comment vous réagissez justement quand vous voyez déjà ces initiatives qui se développent afin d'impacter durablement la production? D'accord, je voudrais dire merci déjà pour m'avoir accordé ce moment d'antenne pour permettre déjà qu'on essaie d'échanger un peu sur la question qui concerne, on va dire, notre filière, qui est, on va dire, le numéro 2 après le cacao en termes d'exploitation de noix brutes de cajou. Ça, il faut le noter. Ici, c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, la culture de l'anacarde se fait déjà sur le sol aride. Mais en termes de productivité, on va dire le rendement d'une parcelle peut varier. Je veux dire, le rendement peut varier d'une parcelle à une autre. Donc l'apport en fertilisant, ce serait très important, surtout pour nos producteurs qui cherchent à augmenter de façon, on va dire, importante la productivité. Donc c'est dire toute l'importance de l'association des scientifiques et de vous-même en tant que, j'allais dire, preneur de décision pour inciter les scientifiques à travailler sur... Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, quand on passe par exemple par le fonds interprofessionnel du conseil agricole, du moins, qui est le FICA. Le FICA, bien sûr. Le FICA, c'est l'une de ses grosses missions. On en parlera. Hein. Bien sûr, c'est l'une de ses grosses missions d'accompagner, n'est-ce pas, l'agriculture à se développer en termes de productivité quand il s'agit de la production. Et ça vient stimuler un temps soit peu le revenu des producteurs. Alors, vous disiez que vous êtes numéro 2 après le cacao en Côte d'Ivoire, donc très important dans l'économie. Mais vous avez pris quand même 1 an avant de vous organiser. Pourquoi? Pourquoi si tard? Oui, le rang, on va dire le deuxième rang après le cacao ne veut pas dire certainement que l'organisation aussi va dans le même sens. Ce n'est pas forcément dans le même rang. Je veux dire, déjà, nous sommes venus après la mise en place de l'autorité de régulation qui est le Conseil coton anacarde. Mais comparativement aussi au cacao, il faut le noter, nous sommes déjà organisés en interprofession, mais le cacao, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, pour dire que le classement en termes de production, ce n'est pas lié aussi au niveau d'organisation. Voilà, ça dépend aussi de la volonté des acteurs de la filière. Et à ça, il faut ajouter aussi l'onction politique que nous recevons. Vous ne l'avez pas avant? Ni la volonté, ni l'onction politique? Si, on a essayé plusieurs années, mais ça prend du temps pour se préparer. Et pour arriver à un bon résultat, il ne s'agit pas de se presser, puis arriver à un résultat, revenir en arrière, reprendre à zéro. Il faut prendre le temps de bien s'organiser et arriver vraiment à des résultats escomptés qui vont arranger, on va dire, l'ensemble des acteurs, y compris aussi le reste des populations de la Côte d'Ivoire. Herman Aboa, qui est juste à côté de vous. Moi, je dis 1 kg de noix de cajou. Au Canada, c'est 50 $ canadiens, environ 25 000 francs CFA. Ici, Borchamp, vous achetez environ 250-300 francs CFA. C'est là que c'est acheté. Pourquoi ce grand écart? L'écart peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Déjà, c'est vrai que le prix de l'anacarde en termes de noix brutes est coté en fonction comment on appelle, du prix de l'amande sur le marché international. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes 7 premiers producteurs mondiaux. Cette année, on va passer à plus d'1,2 million de tonnes. Mais nous ne sommes pas consommateurs. Nous ne sommes pas consommateurs. Certes, nous sommes aussi 3e producteur sur le plan, 3e consommateur du moins sur le plan mondial, après l'Inde et le Vietnam. Mais nous ne sommes pas du tout consommateurs. Vous voyez, le circuit que l'anacarde
parcours, c'est-à-dire de l'Afrique jusqu'en Asie, avant de revenir sur les pays, on va dire les plus gros consommateurs mondiaux, c'est-à-dire l'Europe et les Amériques. Donc quand on prend le cycle, ça devient plus long pour nous. C'est ça. Ouais. Voilà, donc il serait préférable pour nous. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a développé, on va dire, la stratégie de pouvoir aller à la transformation d'au moins 50% de notre production d'ici 2025. Très bien. Alors, Donc Sarah, le prix peut s'expliquer par tout ce processus-là. tout ce processus, et puis aussi le coût de production qui est aussi énorme. Le coût de production est énorme puisque ça nécessite pas mal d'intrants, ça nécessite aussi des énergies à coût très élevé. Pour le relancer bien. rapidement sur la Rapidement, question, oui. vous estimez alors que les producteurs, les paysans sont bien payés pour les trois? Je n'ai pas répondu pour dire que les producteurs étaient bien payés. Mais je vais dire, vous voyez, ça rejoint ma réponse qui dit qu'il faut privilégier, on va dire, la transformation locale et surtout la consommation locale. Il faut faire la promotion de la consommation locale, ça pourrait nous permettre de mieux vendre Est-ce qu'il y a nos une produits. volonté politique pour arriver à cela? Si, la volonté politique, elle est là déjà. Le simple fait de mettre des stratégies, on va dire, de mettre des mesures incitatives à la transformation, comme, je vais dire, les primes qu'on accorde aux transformateurs. Il y a aussi des mesures sur le plan fiscal, sur le plan administratif, pour faciliter, on va dire, l'installation des transformateurs, des investisseurs dans le domaine de la transformation en Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que dans certaines régions, comme celle du Poro, notamment à Koro, il y a une zone industrielle qui est dédiée à Absolument. l'anacarde. Oui, tout à fait, oui. C'est pareil à Bondoukou. Koro est déjà inauguré. Nous avons Bondoukou et Séguéla qui sont pratiquement beaucoup avancés, on va dire, vers la fin des travaux. Donc, pour dire qu'il y a déjà la volonté politique d'arriver à transformer nos produits. Mais nous, en tant qu'acteurs, nous voulons aller au-delà de cette transformation. Et Sarah, une question pour vous. Oui, la volonté politique est là, mais elle n'est peut-être pas suffisante dans le sens où on est le premier producteur mondial de la noix brute. D'accord. La transformation, comme vous le dites, on est très loin encore. On est autour de 14%, entre 10 et 14%. Et l'objectif, c'est de monter à 50%. C'est énorme tout ce qui reste encore à accomplir pour pouvoir arriver aux 50%. On est en train d'estimer nous-mêmes comment on pourrait y arriver. Mais aujourd'hui, les défis, puisqu'on parle des transformateurs, sont vraiment nombreux. Et le premier que j'ai envie de noter, c'est celui de au-delà de l'accès au financement et des équipements, etc., c'est vraiment la compétitivité. Vous le disiez très bien tout à l'heure, on produit ici. Ensuite, ça ne fait pas de sens que les Vietnamiens, les Indiens achètent en masse ici, produisent, transforment chez eux pour revendre ensuite aux États-Unis et en Europe. On est en train de faire le tour du monde alors qu'on pourrait transformer chez nous et vendre dans ces marchés. Mais le problème, c'est que ces acteurs-là s'implantent aussi en Côte d'Ivoire, transforment en Côte d'Ivoire et leur pouvoir d'achat, vu qu'ils sont beaucoup plus compétitifs, est très important. Comment est-ce qu'on fait pour protéger les transformateurs locaux et leur permettre d'acheter de manière compétitive la matière première qui est produite chez eux, tout en protégeant les producteurs pour qu'ils aient accès à un niveau de revenu... On va permettre au président de répondre. Oui. D'accord, c'est une très belle question. La question est très pertinente. Vous voyez, c'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire a déjà fait sa part. Le fait même de mettre déjà des mesures incitatives à la transformation, par la création des zones dédiées à l'anacarde, les zones industrielles, les mesures fiscales, par exemple la prime qui accompagne, on va dire, tous les transformateurs, l'État a fait sa part. C'est au tour maintenant des acteurs de pouvoir s'activer. Et les populations devront rejoindre du moins les acteurs. Vous appelez le privé, vraiment les investisseurs privés ivoiriens à intervenir dans ce domaine massivement? Oui, bien sûr. Je parlais tout à l'heure de transformation, mais il faut plutôt mettre l'accent sur la consommation. La consommation locale est aussi importante. Ça définit aussi le niveau de transformation. Tout à l'heure, vous disiez que le niveau de transformation est de 14-16%. Nous sommes à 26%. Mais ce qu'il faut aussi noter, au moment qu'on est en train de faire ces prévisions, la Côte d'Ivoire n'était pas 1,2 million de tonnes de noix brutes produites. Aujourd'hui, nous sommes autour de 26% de transformation. Oui. Mais aujourd'hui, si nous arrivons à consommer ne serait-ce que les 26% de produits transformés sur place, je pense que ça allait forcément stimuler, on va dire, l'assiette, sinon le revenu du ménage qui profite. Très bien. Permettez justement à Daouda de réagir par rapport. Moi, je voudrais juste revenir sur votre association. C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est que comment déjà votre association que vous avez créée il y a à peine un an, vous travaillez en fait à améliorer la vie des producteurs? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment est-ce que vous les impliquez dans le processus décisionnel au niveau de votre association? D'accord. La première question déjà, il faut dire que notre interprofession a été créée dans l'optique de pouvoir participer au renforcement de la performance de la filière aux côtés du régulateur qui représente l'État de Côte d'Ivoire. Et l'une de ses plus grosses missions, c'est de défendre les intérêts de ces acteurs. C'est aussi les représenter auprès de l'État de Côte d'Ivoire et surtout les aider à renforcer leurs acquis, sinon leurs capacités.
de sorte à rendre pérennes leurs activités. Donc aujourd'hui, quand on parle des producteurs, tout à l'heure je parlais un peu de la productivité, et puis il faut aussi arriver à un développement durable. Mais ce développement durable sans l'interprofession, ce n'est pas à l'État de venir jouer ce rôle. C'est l'interprofession qui devra jouer ce rôle, permettre aux producteurs de pouvoir bénéficier de façon durable de leur exploitation. Voilà. Et la deuxième question, comment vous les impliquez dans le processus de prise de décision? Oui, justement, les prises de décision sont faites, je veux dire, de façon transversale, puisque toutes les couches sont au sein de notre interprofession. Là, vous sortez d'une assemblée générale. Là. Bien sûr. Voilà, comment vous avez impliqué justement l'ensemble des producteurs? J'allais en arriver. Vous voyez, l'interprofession déjà elle est composée de 4 collèges, 4 grandes familles. Il y a la famille des producteurs. Les producteurs il y a les producteurs organisés et les producteurs individuels qui sont au sein de cette famille. Nous avons aussi une autre famille qui fait partie de la plus grande catégorie des négociants qu'on appelle les acheteurs. Et la deuxième catégorie de ces négociants qu'on appelle les exportateurs de noix brutes de cajou. Et enfin, les industriels qu'on appelle les transformateurs. Donc, pour dire que tous les acteurs de la chaîne de valeur sont pris en compte dans l'interprofession. Et c'est en termes de représentativité que cette interprofession a été mise en place. Pour dire que des producteurs jusqu'aux transformateurs, tout le monde est pris en compte dans l'interprofession. Et donc, les décisions sont prises de façon collégiale. C'est parfait. Élisée, on vous laisse 2 minutes pour essayer de parler avec notre invité. OK. Là, on est tous unanimes que l'ANACAD est une matière importante et aujourd'hui, elle représente quelque chose dans l'économie. Tout le monde s'accorde à le dire. Mais nous, on veut savoir exactement, quand on dit c'est important dans l'économie, c'est quoi sa part de contribution à la richesse nationale aujourd'hui, l'ANACAD. Et vous, après 1 an de bilan, quels sont vos objectifs pour certainement porter ce taux-là à un niveau plus élevé? C'est quoi aujourd'hui la part de l'ANACAD dans l'économie ivoirienne? Ça représente quoi? On va répondre. Bon, on ne peut pas vous définir pour dire que ça représente telle proportion, mais ce que nous pouvons vous dire déjà, les ressources qui sont dégagées de l'ANACAD du moins, surtout à partir de l'exportation de la noix de cajou, sont énormes. Énorme, c'est combien? Est-ce qu'on peut avoir une estimation? L'exportation nous ramène autour de combien? On sait par exemple que le cacao nous représente entre 40 et 60% des recettes douanières. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de l'ANACAD, c'est quoi au juste? Et quand vous prenez par exemple le droit unique de sortie, le DUS, quand vous prenez la taxe d'enregistrement, tout ça c'est reversé au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Et ça représente au moins 80 sur 100 francs au kilo. Sur les 1 200 000 tonnes? Non, pas les 1 200 000 tonnes. Ce qu'il faut retenir, l'assiette ici, c'est sur, on va dire, les noix brutes qui sont exportées. Certes, la Côte d'Ivoire produit 1 200 000 tonnes, mais il y a une partie qui est transformée localement et le reste est exporté. Donc, le fait générateur ici, c'est lors des exportations des noix brutes de cajou. Donc, l'assiette ici, c'est sur les noix brutes de cajou qui sont exportées, effectivement. Et c'est sur ça que nous collectons l'ensemble des recettes, que ce soit les recettes qui sont allouées, comment on appelle, à l'État de Côte d'Ivoire, que ce soit la parafiscalité qui concerne, par exemple, le fonctionnement du régulateur ou bien le fonctionnement de notre interprofession. Tout ça, son assiette, c'est... on n'a pas une estimation. Attendez. Allez-y. Forcément, en filigrane, on comprend bien que ça participe énormément à l'économie, d'après ce que je dis. Mais revenons justement à vous-même, votre rôle. Vous avez fait une assemblée générale, vous sortez, vous voulez prendre un peu plus de place dans l'organisation agricole du pays. Et vous parlez justement de ce fonds interprofessionnel, ce FIRCA. Vous vous dites quoi? Les producteurs de l'ANACAD, les acteurs, ne sont pas très bien pris en compte dans le fonctionnement d'un certain nombre d'organisations au niveau de l'agriculture de notre pays, à travers l'exemple du FIRCA? Non, on n'a jamais dit, et on ne le dira pas aussi, que le FIRCA ne prend pas en compte... Ça, c'est une question. Hein. Oui, le FIRCA prend toujours en compte, comme on appelle, toutes les filières agricoles. Il y a au moins 23 filières agricoles qui dépendent, on va dire, essentiellement, comme on appelle, du fonds interprofessionnel du conseil agricole, c'est-à-dire le FIRCA. Aujourd'hui, notre interprofession, on va dire notre filière, l'ANACAD, est l'une des plus grosses filières cotisantes au niveau du FIRCA. Ce qu'il faut retenir au niveau du FIRCA, nous avons 2 types comment on appelle, d'opérateurs. Il y a les filières cotisantes et les filières non cotisantes. C'est ça. Et là-bas, c'est une sorte de caisse de solidarité. C'est un fonds. Un fonds qui est mis en place pour pouvoir soutenir un peu les autres filières qui ne sont pas devenues autonomes, pour leur permettre d'atteindre cette autonomie, de sorte à leur permettre aussi de participer comment on appelle, à l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la filière ANACAD, on ne dit pas que le FIRCA ne prend pas ça en compte, puisque il y a des fonds, c'est-à-dire les prélèvements qui sont faits sur l'exportation de nos noix brutes de cajou sont reversés à hauteur d'un certain, on va dire, taux de prélèvement, mais une partie, on va dire 75% de ces recettes reviennent dans la filière.
quitte à elle d'alimenter plusieurs poches. Et l'une de ces poches, on va dire 2 poches qui sont importantes, c'est la recherche agronomique et encore le renforcement des capacités à travers la structuration, par exemple, des OPA qui sont dans ces filières comme l'ANACAD. Pourquoi, et je ne vous embête plus si on permet à nos amis de continuer, pourquoi vous pensez dans ce cas-là, finalement, que le fait que vous arriviez, vous en tant qu'interprofession, à la tête de cette organisation, va changer quelque chose? Pourquoi vous voulez que ce soit aujourd'hui les acteurs de l'ANACAD qui aient leur tour de gestion du FIRCA? Bon, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de filières cotisantes et de filières non cotisantes. Là-bas, l'esprit est tel que les filières cotisantes, c'est elles qui doivent prendre la présidence. Il y a 4 filières cotisantes pour le moment. Nous avons l'EVA, nous avons le palmier à huile, nous avons le coton et enfin l'ANACAD. C'est vrai, le cacao soutient, mais le cacao n'est pas au sein du conseil d'administration, puisque eux-mêmes, ils arrivent à se prendre en charge, comme bien qui contribuent déjà même aux cotisations. Les 3 premiers que j'ai cités sont déjà passés à la présidence. Ont déjà dirigé. Ont déjà dirigé. Donc, il serait quand même logique que la direction de ce conseil d'administration revienne à notre interprofession, sinon à notre filière. Voilà. Et donc, à ce propos, moi, ce que je voudrais savoir, comme vous dites aujourd'hui, vous voulez diriger, quels sont vos projets pour l'interprofession, vos projets à moyen, court et long terme pour renforcer l'industrie de l'ANACAD? On va dire les plus grands. Hein? D'accord. Ça, c'est tout simple. C'est vrai qu'on sort, on vient de Yamoussoukro, à peine 3 ou 4 jours de nos assemblées générales, d'abord, qui nous ont permis de faire le bilan de 2023 et de faire des projections sur 2024. 2023 a été positif, mais à notre avis, pour nous, il faut aller au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'on se fait des projections sur 2024 pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer ce qu'on n'a pas pu réaliser sur 2023 et performer ça sur 2024. Quand on prend, par exemple, le cas des 4 collèges, il y a les producteurs. Quels sont les problèmes qui minent ce secteur? Il faut pouvoir les détecter, les identifier et puis trouver des solutions en face. Pareil pour les autres collèges. Mais pour ce qui concerne, par exemple, les producteurs, on a compris que, certes, il y a des efforts qui sont faits à travers le conseil coton-ANACAD. On a vu un élément tout à l'heure qui concerne un peu les sols. Donc, les sols vont venir, on va dire, améliorer un peu la productivité des vergers. Mais nous, en tant qu'acteurs, on veut arriver quand même à aider les producteurs à rendre de façon durable leurs revenus. Et l'une de ces façons de rendre plus durable leurs revenus, c'est de peut-être leur permettre de participer, n'est-ce pas, au partage de valeur ajoutée qui serait dégagé sur la transformation. C'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire a déjà fait sa part, comme je le disais tout à l'heure, en parlant de transformation, d'ici 2025, atteindre au moins les 50%. Mais la simple transformation n'arrangerait pas forcément celui qui est au bas de l'échelle comme le producteur. Il faut lui permettre de bénéficier du moins du partage de cette valeur ajoutée. C'est pour ça que nous, on parle plutôt de chaîne de transformation. Et cette chaîne de transformation va partir à partir des producteurs, avant d'arriver au transformateur final. Donc, c'est là l'un de nos projets. Permettons, on ne peut pas tout déballer. On ne va pas tout déballer, mais on va permettre à Sarah de réagir. D'accord. Bon point, merci. Bon, avant tout, je préférais quand même prendre le temps de saluer le travail du CCA, pour les avoir rencontrés ne serait-ce que hier. On a énormément parlé le conseil coton-ANACAD, pardon, le conseil coton-ANACAD. Donc, en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les transformateurs, parce que les transformateurs aujourd'hui souffrent. Vous parlez d'une belle année 2023, donc très certainement pour les producteurs, pour les transformateurs, ça a été un petit peu différent vu que les prix de l'amande ont un peu chuté. Alors que, voilà, c'est une question de marge. Elles ont été un peu impactées par rapport à l'évolution des prix qui restent volatiles. Et on a essayé voilà, de décortiquer, de se dire mais quelle solution. Déjà, le CCA apporte beaucoup de mécanismes de financement qui puissent aider les transformateurs. Il y a la subvention également des 400 francs au kilo, etc. Il faut que vous arriviez à votre question. La question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions au niveau des producteurs qui pourraient aider les transformateurs à générer plus de profits? Je pense à la production organique bio. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous mobilisez un peu vos efforts pour aider les producteurs à transformer leur production en production biologique, parce que c'est beaucoup mieux vendu et beaucoup mieux valorisé à l'étranger? C'est ce qui permettrait, je pense, de faire la différence. Oui, tout à l'heure, comme je ne suis pas allé jusqu'au bout de mes idées, quand M. Daouda a posé la question, il parlait un peu de nos perspectives sur 2024. C'est l'une aussi de nos perspectives de valoriser, faire la promotion des autres produits que ce qu'on connaît naturellement, qui est le cajou, l'amande de cajou. Il y a d'autres produits qu'on pourrait, on va dire, valoriser au niveau de l'ANACAD. Par exemple, il y a la pomme, il y a la coque. Parce que le jus de la pomme est jeté, hein, carrément. Ouais, la pomme est jetée, alors que la pomme peut beaucoup servir. La pomme peut beaucoup servir. Ouais. Il y a aussi la coque
qui renferment de l'huile qu'on appelle le cashew nut shell liquide, les CNLS. Donc ça, ce sont des produits qu'on pourrait valoriser à notre niveau. Et comme je disais tout à l'heure, ces produits qui sont valorisés sont forcément reversés dans le panier du ménage depuis la production, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Conseil fait déjà sa part. Le Conseil, en tant qu'autorité de régulation, fait sa part et ils en ont fait assez jusqu'à ce que nous, on arrive aujourd'hui sur la place. Et nous, notre rôle, comme on le dit, en tant qu'acteur, c'est de travailler aussi à consolider les acquis que le Conseil a pu obtenir jusqu'ici et aller de l'avant. Très bien. Herman, question. À vous entendre, le point de départ de toute cette bouffée d'oxygène pour la filière, c'est la transformation. On peut s'imaginer qu'est-ce qui coince aujourd'hui pour qu'on n'atteigne pas au plus vite les 50% de transformation localement. Déjà, il faut que le marché existe. Et c'est pour ça que je reviens en arrière pour vous dire qu'il faut faire forcément la promotion. Bon, attends, là-dessus, je ne suis pas trop d'accord avec vous, parce que le marché, il existe, puisqu'à l'extérieur, les gens font, la demande est là. Comment est-ce qu'on parvient à... Ce qu'il faut retenir... Attendez, permettez-moi de répondre. Oui, la promotion, quand je parlais tout à l'heure de la promotion de nos produits de façon locale, la consommation locale, c'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, placé au 3e rang sur le plan transformation. Mais nous ne consommons pas. Monsieur le Président, je consomme l'anacarde parce que je gagne quoi en bénéfice, par exemple? Qu'est-ce que ça fera à mon corps? Aujourd'hui, on est très porté sur tout ce qui est diététique. Quand vous me dites consommer le cajou, qu'est-ce que je gagne en termes d'énergie, en termes de... Voilà. Les produits, avant d'inciter une population à une consommation quelconque, et déjà, il faut lui inculquer, on va dire, une éducation alimentaire. Allez-y. Et cette éducation alimentaire, il faut déjà lui montrer les bienfaits de l'anacarde. Exemple de bienfaits, voilà, les bienfaits de l'anacarde. Par exemple, quand je prends l'amande joue un grand rôle en termes de régulation au niveau du sucre et le sel. C'est ça. Ça, c'est un avantage, par exemple, pour les diabétiques. Les diabétiques, voilà. Donc, c'est des produits... Ceux qui ont des insuffisances cardiaques. Voilà. Exactement. Ce problème, ça veut dire qu'il faut peut-être des spécialistes pour expliquer un peu aux populations les bienfaits, sinon les vertus. Président, juste quelques mots, ça va inciter. Non, mais ça, déjà, je viens de vous citer deux exemples, par exemple. Voilà, je viens de vous citer deux exemples qui ne sont pas à négliger. Il faut communiquer sur ces exemples-là, par exemple. Oui, justement, notre promotion va tourner autour... On va dire des vertus, des bienfaits, comment on appelle, de l'anacarde. Oui. C'est ça. Voilà. Dans l'organisme ou bien dans la santé de l'être humain. Une chose est sûre, ce que l'on retient, Président Bessoro, c'est que, évidemment, vous avez beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on ferait une émission entière, ici même d'1 heure, pour permettre justement à vous, le professionnel, ainsi qu'à d'autres, de nous expliquer justement tout ce qu'on peut tirer de bien de l'anacarde, depuis donc la coque, la pomme, l'amande elle-même. Et évidemment, on vous réinvitera pour que nous puissions en parler. Vous allez rester avec nous, on va recevoir un invité. Personne ne sait qu'on devait recevoir un invité, c'est ça ma petite surprise. Il va arriver à notre invité qu'on va recevoir. On fera une grosse émission, on parlera d'anacarde, on recevra ici les producteurs. Merci à tous de nous faire...